Bonjour, je suis Leïla Temri, donc je suis enseignante-chercheur à Montpellier Supagro et je vais vous parler aujourd'hui d'analyse de filière. Alors, qu'est-ce qu'une filière? Donc, vous avez un certain nombre de définitions. C'est un concept qui provient de l'économie industrielle, qui a commencé d'ailleurs par l'agriculture et l'agroalimentaire. Et donc, il s'agit d'une succession d'opérations de transformation qui sont reliées par des enchaînements techniques. Donc, il y a une première dimension qui est l'enchaînement technique. Mais c'est-à-dire qu'on a des successions de transformations. Sur ces opérations de transformation se greffent des relations économiques et commerciales, puisqu'elles sont opérées par des catégories d'acteurs. Ces catégories d'acteurs, d'ailleurs, peuvent mettre en place des stratégies de filière. On les verra un petit peu plus loin, par exemple, intégration en amont ou intégration en aval. Alors, une autre définition qui apporte un peu plus de précision sur les catégories d'acteurs que l'on doit englober, bien entendu, les participants, le cœur de filière, les participants impliqués dans la production, la transformation, la commercialisation. Et puis, il y a une espèce de périphérie, donc il y a les fournisseurs de l'agriculture, du stockage, du transport et aussi toutes les institutions donc gouvernementales, les associations de commerce qui signifient en réalité les associations professionnelles qui peuvent intervenir et influencer d'une manière ou d'une autre la filière. Voilà, alors une dernière définition, donc des activités étroitement imbriquées liées à l'appartenance à un même produit. Voilà. Et l'idée supplémentaire, c'est la finalité consiste à satisfaire le consommateur. À quoi ça sert cette approche filière? Alors déjà, à décrire une réalité technico-économique. Donc on va décrire, c'est un outil qui est notamment utilisé par France Agrimaire, qui a une politique, une approche par filière. On peut l'utiliser aussi lorsque l'on envisage des créations d'activités en un même lieu, dans une région par exemple, où il faut envisager non seulement par exemple la transformation, mais aussi tout ce qui se passe en amont, donc la production, et puis la commercialisation. On a un certain nombre d'exemples de cas où l'ensemble de cette filière n'a pas été pris en compte et ça a conduit à un échec. En termes d'analyse économique, c'est une modalité de découpage de systèmes productifs. Donc on peut repérer à partir de grands agrégats les relations qui existent entre différents secteurs et qui font qu'on aboutit à une filière. Et enfin, je vous ai dit que c'était un champ d'analyse des stratégies d'acteurs privés et publics. J'ai parlé de l'intégration. Alors, en amont, par exemple, une entreprise peut tout à fait produire elle-même les intrants, les approvisionnements dont elle a besoin. Et inversement, si vous prenez l'exemple d'une coopérative agricole, elle peut tout à fait avoir pour stratégie de se diversifier dans la transformation de ces intrants. C'est très fréquent. Pour étudier une filière, on peut utiliser soit une approche qui va de l'amont vers l'aval, je préfère l'approche descendante ou remontante, ou bien de l'aval vers l'amont. Je m'explique. Une approche qui va de l'amont vers l'aval par des matières premières agricoles, qui sont le cœur de filière, et ensuite on s'intéresse à ce qui va arriver à ces matières premières agricoles, à toutes les valorisations possibles qui peuvent auquel elle peut donner lieu. Par exemple, c'est le cas du cacao. On part du cacao et ensuite on voit les différentes utilisations comme le chocolat industriel, les tablettes de chocolat ou d'autres utilisations. Inversement, on peut aussi partir d'un produit. Par exemple, c'est le cas du sucre. Donc, le sucre qui lui-même est élaboré à partir au moins de deux matières premières, le sucre de canne et le sucre de betterave. Il y en a d'autres aujourd'hui maintenant qu'il faut aussi prendre en compte. Et donc, dans ce cas-là, là aussi, il faut prendre en compte tout ce qui se passe en amont de la production de sucre. Comment analyser une filière? Donc, il y a plusieurs éléments, donc là, je vais vous faire un petit peu une approche théorique. D'abord, l'approche structurelle et fonctionnelle. Donc, il s'agit d'abord, pour la filière, de définir les opérations unitaires, physiques ou économiques. Par exemple, les organigrammes techniques. Ici, c'est un organigramme technique qui est un support, mais attention, ce n'est pas exactement ce type d'organigramme qu'on va utiliser pour
pour analyser la filière chocolat, par exemple. Mais ça donne une petite idée. Et puis aussi, ça permet d'identifier des coproduits ou des sous-produits qu'on pourra utiliser autrement. Ensuite, on peut faire aussi des bilans alimentaires à partir de ces opérations unitaires. Donc ça, c'est beaucoup utilisé en matière de développement. Donc là, je passe assez rapidement sur cet aspect-là. Par contre, vous pouvez avoir donc des analyses en termes de filière. Ici, donc une représentation schématique de la filière café, où on voit bien les différentes catégories d'acteurs, les différentes opérations qui sont sur le côté, en rouge, les différentes catégories d'acteurs qui les réalisent, et puis le cheminement des flux matériels, mais aussi la manière dont le prix du café est fixé. Donc, là aussi, c'est une représentation schématique. Vous avez un autre schéma de la filière mondiale de café qui est aussi intéressant parce qu'on voit bien finalement le nombre de consommateurs au niveau mondial, donc la structure de la filière, un grand nombre de producteurs, puis elle s'amenuise énormément au milieu, au niveau des entreprises de première transformation, des torréfacteurs et transformateurs. Elle reconstruit un tout petit peu au niveau des distributeurs et puis au niveau des consommateurs, elle s'élargit à nouveau. Donc ici, on a des indicateurs qui sont des nombres d'entreprises ou de consommateurs. Autre représentation d'une filière, donc ici on a le marché céréalier français, vous avez des millions de tonnes, donc là ça nous donne aussi, donc là vous voyez qu'elle est représentée horizontalement cette fois-ci, on part de la production et puis on voit ce qui se passe au niveau des différentes étapes de transformation avec comme indicateur des millions de tonnes. Donc c'est bien, on pourrait appeler un graphe de flux, puisqu'on voit comment les flux se répartissent à chaque stade de la filière. Un autre schéma toujours sur les céréales, qui est un peu ancien et qui est absolument illisible, mais l'intérêt, c'est qu'on voit un certain nombre d'autres indicateurs que l'on peut utiliser, par exemple des nombres d'exploitation, donc des productions en quintaux, en millions de tonnes, en chiffre d'affaires, des nombres d'entreprises, etc., etc. Donc là, c'est une indication d'autres indicateurs. Pardon, c'est un exemple d'autres indicateurs que l'on peut utiliser pour représenter une filière. Enfin, un dernier exemple ici, qui est aussi un graphe de flux, qui est à peu près lisible, celui-ci, puisqu'on a la répartition des flux à différents stades de la filière pour le vin bio. Une fois qu'on a cette structure, eh bien, on va avoir recours à ce qu'on appelle l'approche transactionnelle, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux modalités des transactions entre les agents, comment les transactions sont coordonnées sur les marchés, et on a recours pour cela à la théorie des coûts de transaction, TCT, de Williamson. Donc, il a établi que la coordination des transactions entre les agents pouvait s'effectuer soit par le marché, donc, voilà, le marché, on met en relation des offreurs et des demandeurs, ou bien par la hiérarchie, c'est le cas lorsque des entreprises produisent elles-mêmes leurs propres approvisionnements ou les mettent en marché, ou plutôt ont des modes de distribution. Et enfin, il y a des formules hybrides, en particulier tout ce qui est contrat, relations contractuelles, qui peuvent être formalisées ou non dans certains cas. Donc, Williamson fait l'hypothèse que lorsque les actifs, c'est-à-dire tout, par exemple les équipements ou les locaux ou les bâtiments qui sont utilisés, sont très spécifiques, ne peuvent pas être utilisés pour autre chose. Lorsque l'incertitude sur les transactions, que ce soit en termes de prix ou bien de respect des conditions par le fournisseur, en termes par exemple de qualité ou de quantité, et enfin la fréquence des transactions, si ces trois éléments sont élevés, en général, pour essayer de réduire l'incertitude, on va avoir recours à des formules d'intégration ou bien à des formules hybrides pour effectuer les transactions. Une dernière approche qui existe à l'heure actuelle, c'est l'approche des chaînes globales de valeur qui provient de la sociologie institutionnelle en particulier.
donc qui donne une approche de la chaîne globale de valeur comme un réseau interorganisationnel construit autour d'un produit qui relie des ménages, des entreprises et des États au sein de l'économie mondiale, puisque ça a été beaucoup utilisé pour des chaînes de valeur internationales et pour voir comment les petits producteurs s'inséraient dans ces chaînes de valeur internationales. Donc là aussi, on a un certain nombre de dimensions. Tout d'abord, la séquence d'activités et d'agents qui recouvre, donc c'est la dimension technico-économique, si vous voulez. Donc les activités depuis la conception du produit jusqu'à sa commercialisation. On va définir un espace géographique. Donc on peut avoir des chaînes de valeur depuis des chaînes de valeur tout à fait mondiales, le cacao, le café, le thé, par exemple, jusqu'à des chaînes de valeur qui sont très localisées. On peut parler à ce moment-là de chaînes de valeur territorialisées. On ajoute à cela le contexte socio-institutionnel, c'est-à-dire toutes les règles, toutes les normes, toutes les politiques publiques qui régulent et qui influencent les firmes, que ce soit au niveau mondial ou bien au niveau macro-régional ou même local, selon la dimension, l'espace géographique que l'on a retenu. Le dernier point important dans l'approche des chaînes globales de valeur, c'est la structure de gouvernance, c'est-à-dire qui domine, qui détient le pouvoir dans les chaînes globales. On distingue généralement les chaînes qui sont dominées par l'aval, c'est le cas de la plupart des chaînes agroalimentaires, où finalement on a une forte domination de la distribution du fait de sa grande concentration. Et puis, on peut avoir d'autres chaînes de valeur qui sont dominées par l'amont. Par exemple, dans l'automobile, c'est bien l'amont qui possède les compétences technologiques ou bien des avantages naturels pour d'autres chaînes de valeur. Voilà, alors on termine cette petite partie théorique avec les limites et perspectives de l'analyse de filière. Donc on parle de filière dans le cadre de produits, mais aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur des coproduits ou bien des produits de substitution. Et dans ce cas-là, comment fait-on ? Et on va de plus en plus avoir recours au concept d'économie circulaire qui prend en compte finalement ces coproduits et ces filières de substitution. Une autre difficulté lorsqu'on parle de filières, ce sont les entreprises, puisque les grandes entreprises, certaines sont spécialisées, alors que d'autres sont très diversifiées et donc opèrent sur différentes filières. Quel est l'impact sur les filières étudiées ? Alors, on a parlé du cadre géographique, je ne reviens pas dessus. Enfin, on peut aussi, c'est une tendance aujourd'hui, combiner une approche sectorielle, donc cette approche filière, avec une approche plus horizontale. Par exemple, les systèmes de production localisés, ou bien les systèmes alimentaires localisés, qui peuvent être consacrés à des produits spécifiques. C'est le cas notamment des produits sous IGP ou des filières avec des indications géographiques. Voilà. Alors en pratique maintenant, on passe à l'analyse de filière en pratique. Il y a différentes étapes lorsque l'on veut étudier une filière en fonction d'un objectif, en général, que vous vous assignez. La première étape, ça va être de délimiter la filière. Donc, qui sont les acteurs et quelle est leur fonction ? Il faut donc caractériser la fonction de ces acteurs. Il faut délimiter géographiquement la filière que l'on veut étudier en fonction de nos objectifs et estimer les flux. À ce moment-là, on va faire un graphe de filière ou bien un graphe de flux, puis un graphe de flux. Alors, un graphe de filière, par exemple ici, vous avez un graphe de filière, vous avez les différentes relations entre différentes catégories d'acteurs qui sont rangées, vous voyez, de haut en bas par niveau dans la filière. On peut rajouter à cela, ou on peut par ailleurs faire un graphe de flux. Là, on indique des tonnes de riz et on estime finalement les flux qui transitent à chaque stade. Comment fait-on cette analyse? Eh bien entendu, par une bibliographie. La première chose à faire, c'est une étude bibliographique et également par des entretiens ouverts avec différents acteurs de la filière. La deuxième étape consiste à faire une typologie d'acteurs. Donc ici, par exemple, vous avez
pour les commerçants. Vous avez des commerçants de village, des négociants locaux et des coopératives de commercialisation pour ce stade de première mise en marché. Pour la transformation, vous avez des moulins privés et des moulins coopératifs, donc deux catégories d'acteurs, etc. Ensuite, comment fait-on? Souvent par des enquêtes sur échantillons ou, encore une fois, à partir des entretiens réalisés précédemment. La troisième étape consiste en une analyse comptable et financière. Donc, on peut faire ceci par une analyse des revenus et des marges, et notamment en France, on dispose de l'Observatoire des flux et des marges de France Agrimaire, qui réalise ce travail sur un certain nombre de produits. Et on voit comment se répartit la valeur ajoutée. Donc, on peut avoir recours aussi à la comptabilité nationale, ou bien faire des relevés de prix par enquête au niveau de différents acteurs, ou bien encore étudier des comptabilités d'acteurs à différents stades de la filière. La quatrième étape consiste à analyser l'organisation et les modes de régulation de la filière. Donc, il s'agit de comprendre les relations entre les acteurs, les modes de coordination, donc les modes de transaction, ainsi que les règles qui influencent cette filière à travers les politiques publiques et les associations professionnelles. Donc, c'est l'aspect institutionnel. Donc là, des entretiens ouverts pour comprendre et pour savoir finalement quels sont les modes de coordination. Est-ce qu'on a recours à des contrats? Est-ce que ce sont des marchés? Est-ce qu'il y a des enchères ou autres? Et puis, pour l'aspect institutionnel, il faut étudier la législation qui régit les relations entre les acteurs. La cinquième étape consiste, alors selon les cas, à analyser les performances de la filière. Alors, on peut avoir différentes natures de performances. Celles sur lesquelles on a largement travaillé jusqu'à présent, ce sont les performances économiques. Contribution de la filière au PIB, distribution de la valeur ajoutée, emploi direct et induit, contribution à la balance commerciale, contribution aux finances publiques, etc. Et aujourd'hui, se développent de plus en plus des indicateurs de performance sociale et environnementale. Vous aurez un exemple à travers la filière cacao, un document qui est joint au PowerPoint. Enfin, le dernier point, il s'agit d'identifier les facteurs d'évolution de la filière à court, moyen terme, qui peuvent être aujourd'hui ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire qui ne sont pas encore tout à fait perceptibles, mais on se doute bien qu'il y aura un impact. Alors, je prends l'exemple, par exemple, du changement climatique qui inquiète beaucoup de filières, où on s'interroge sur les conséquences. Dans certaines régions, il y a certaines cultures qui pourront disparaître, alors que d'autres pourront, au contraire, les mettre en œuvre. Il y a aussi, par exemple, le vieillissement des plantations. Est-ce qu'on va les remplacer? Est-ce qu'on ne va pas les remplacer? Etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de facteurs d'évolution qu'il est important d'identifier. Comment? On les identifie, bien entendu, par la bibliographie et par des entretiens avec différents acteurs. Voilà, donc quelques références bibliographiques. Donc, l'ouvrage de Jean-Louis Raston et Gérard Guercy, Système alimentaire mondial, concept, méthode, dynamique. Et puis, j'ai mis donc ça, je ne peux pas vous le mettre complet en biblio, mais vous pouvez le consulter. Il existe aussi en format numérique, mais ça, je ne l'ai pas. Et puis, le petit exemple de l'analyse de la chaîne de valeur du cacao au Cameroun, qui est intéressant parce que justement, il introduit des indicateurs sociaux et environnementaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toute question.